Le marché des crypto-monnaies dans la situation actuelle navigue beaucoup dans l'incertitude à cause du fait que ça va faire plus d'une semaine que nous sommes en train de surperformer et si on reprend depuis le mois de janvier, ça va faire bien plus d'une semaine, notamment 10 mois et peut-être plus avec le mois de novembre où nous sommes en train de réaliser des performances assez haussières sur le Bitcoin et les altcoins ou encore quelques altcoins, sans oublier bien évidemment les mêmes coins. Alors, bonjour les amis, bienvenue sur Metify, la chaîne de l'actualité crypto et la chaîne qui vous donne les outils pour que vous puissiez être libre financièrement à partir de l'évidence basée sur les crypto-monnaies, les nouvelles technologies, la technologie de la blockchain et sans oublier les business du secteur du Web 3.0. Alors les amis, l'actualité d'aujourd'hui, comme je le fais d'habitude, on va passer par une analyse de la situation du marché et par la suite, on va faire le tour de l'actualité sur les États-Unis, Gary Gensler, le PP Coin, Floki Coin et d'autres crypto-monnaies. On va faire d'autres analyses qui vont porter sur le regard de l'ONU sur le Bitcoin et sans oublier d'autres grands points également. Alors après le générique, on commence. Alors, les amis, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on peut constater pour l'analyse globale du marché des crypto-monnaies, c'est quoi? C'est que on a une baisse globale de 0,04%. Je dis bien pour l'état global du marché des crypto-monnaies. Et du côté du Fear and Greed, on se situe toujours dans la même direction. On est toujours là sur un sentiment bullish autour des crypto-monnaies parce qu'on est dans le vert, disons le vert citron, si on peut le dire ainsi. Et quand on revient sur une analyse beaucoup plus spécifique du marché des crypto-monnaies, on constate que Bitcoin nous fait une performance de moins 0,53% sur 7 jours, donc sur une semaine, avec une performance de moins 1,03% sur 24 heures et moins 0,16% sur une heure. Ce qui pourrait s'expliquer ou pourra s'expliquer parce que je vais vous partager tout à l'heure sur l'actualité des crypto-monnaies. Ethereum, pour le coup, lui également, il nous fait un moins 2,15% sur 7 jours et moins 0,60% sur 24 heures et plus 0,14% sur une heure. Ce qui fait que le sentiment reste mitigé aux alentours de la crypto-monnaie Ethereum ou de la blockchain Ethereum. Et sur le BNB, la performance n'est pas aussi différente que ça. La preuve, on constate que les trois plus grosses crypto-monnaies par capitalisation boursière sont assez baissiers pour le coup, avec moins 1,83% pour le BNB et moins 0,27% également. Sans oublier moins 0,04% sur une heure. Et par contre, au niveau des crypto-monnaies, même coin, particulièrement la première crypto, même coin par capitalisation boursière, on a plus d'un plus 2,60% sur les 7 jours. Pareillement pour le Shiba Inu qui nous fait un plus 4,31% sur les 7 jours. En gros, on peut enregistrer que pour la performance du jour, parce que hier, ce n'était certainement pas le cas, les crypto-monnaies semblent faire de légères corrections, particulièrement les crypto-monnaies directives ou directrices du marché. Et pour le coup, quand on vient donc sur une analyse un peu plus spécifique pour le cas du Bitcoin, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le marché nous informe sur le fait que Bitcoin, lui, il continue de buter sur la barre des 35 000 dollars en faisant de légères corrections. Et pour le coup, s'il continue si on continue sur la barre et qu'on se fait rejeter, forcément, on fera une correction qui pourra nous ramener aux alentours des 34 000, voire les 32 000 dollars. Et si la rechute est brutale, on pourra redescendre aux alentours des 26 000 dollars. Et de façon un peu plus claire, ce que je veux dire, c'est que d'après les informations que le graphique nous montre ici, il semblerait que le Bitcoin ait connu une consolidation récemment avec un prix clé de 35 000 dollars qui n'a pas été atteint sur le coup. Et l'indice de force relative, notamment le RSI, est également suivi à un niveau élevé, ce qui pourrait indiquer un retournement potentiel sur la carte.
Et si les choses ne sont pas faites, disons, si le marché continue, c'est comme je le dis depuis, si le marché ou si l'évolution de Bitcoin continue de frapper sur la coupe des 35 000 dollars, on serait peut-être forcé de reprendre de la force aux alentours des 34 000, voire 32 000 dollars avant de relancer le mouvement haussier. Au cas où une information capricieuse nous retrouve, on pourrait faire une chute encore bien plus sévère à ce moment-là. Du côté de Ethereum, qu'est-ce qu'on observe? Ethereum n'est pas aussi différent que ça de Bitcoin. Vous pouvez le remarquer sur le graphique. On a à peu près disons, la même performance, la même forme avec un fanion qui s'est formé à ce niveau, le fanion étant haussier et un mouvement qui ne fait que buter également sur la barre des 1811 dollars. Et les 1811 dollars s'expliquent par quoi? En fait, comme vous pouvez l'observer sur la 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur la sixième bougie, en rouge ici, les baleines avaient profité pour un rachat aux alentours des 1700, je ne sais pas si c'est 1715, c'est pas assez visible ici, 1715 pour Ether à ce niveau. C'est ce qui a favorisé donc un regain de potentiel pour la crypto-monnaie avec cette croissance qu'on peut voir qui est revenu buter aux alentours des 1811. Et si jamais les choses se passent mal, il est fort probable qu'on se fasse rejeter pour revenir encore retester à ce niveau-ci. Et comment on fonctionne donc par retest? Bon, déjà qu'on avait un premier là, bon, est-ce que c'est vraiment ça? En tout cas, on peut avoir un retest de la part de ces crypto-monnaies avant de repartir à la hausse et recasser la barre des 1811, tout, y compris pour le Bitcoin également. Pour le Bitcoin, lui, il serait possible de revenir bon, sur le Bitcoin. On retracera quelque part ici. Oui, là, quelque part là. Ici, j'ai vraiment pas mis le graphique de façon beaucoup plus détaillée. De toutes les façons, ce que je veux dire, c'est qu'on pourra revenir rechercher les 32 000 dollars à ce niveau avant de repartir. Donc, faire un retest baissier avant de repartir, retester la barre des 34 519. Et si on la traverse à ce moment-là, on pourra continuer le mouvement haussier. Encore que Bitcoin forme également le même graphique que Ethereum, c'est-à-dire un triangle haussier ou encore un fanion haussier, ce qui est indicateur d'un mouvement bullish sur le Bitcoin. Et ce que je peux expliquer à propos de ça, ce que je peux expliquer à propos de ce mouvement autour du Bitcoin, c'est quoi? C'est que si on revient un peu sur les analyses, parce que le sentiment, ce que j'ai envie de préciser, c'est que le sentiment est assez mitigé. Le sentiment est assez mitigé sur le Bitcoin. Beaucoup sont dans l'incertitude si le bull run a commencé ou si on est sur un mouvement haussier sur le Bitcoin ou alors on risque de se faire piéger, vous voyez. Et par ce moyen-là, Bitcoin, ce que vous devez savoir, c'est que Bitcoin, lui, il a toujours fait l'effort de ne pas répondre clairement à l'état émotionnel du marché ou alors au sentiment du marché. Parce que Bitcoin, depuis sa création en 2009, lui, il a toujours réussi à résister et à défier les prédictions les plus pessimistes malgré les oscillations entre croissance entre croissance et correction, entre croissance et correction. Et l'année 2023 est marquée particulièrement par un intérêt croissant des institutions financières pour le Bitcoin, notamment dans le cadre des Bitcoin ETF spot. Et c'est-à-dire des bitcoins qui ici sont censés exposer les investisseurs au prix du bitcoin sans toutefois détenir de réels bitcoins. Avec des initiatives visant beaucoup plus à rendre l'investissement bitcoin plus accessible aux particuliers et potentiellement aux institutionnels également. Et la géopolitique mondiale instable actuellement influence également le marché du Bitcoin. Et je préfère souligner, influence même positivement le marché des crypto-monnaies. En ce sens que les investisseurs institutionnels commencent à allouer une part potentielle de leur portefeuille à la crypto-monnaie Bitcoin et à d'autres crypto-monnaies aussi pour pouvoir garantir beaucoup plus de sécurité à ce niveau-là.
le Bitcoin présente actuellement une dynamique haussière. Comme je l'ai montré par rapport au graphique tout à l'heure, il présente actuellement une dynamique haussière. Mais le niveau de résistance des 35 000 reste un point critique à surveiller pour éviter de se faire rejeter et donc subir un coup de baisse drastique. Donc, il faut surveiller cette barre des 35 000 dollars que nous ne faisons que buter. Si jamais on casse cette barre-là, forcément, on ira chercher les 36 000 et les 38 000 d'après les analyses. Et ceci sera possible si, je pense, Bitcoin gagne beaucoup plus de force pour pouvoir casser la barre des 35 000. Et la dominance du Bitcoin représente sa part de marché par rapport aux autres crypto-monnaies. Et, et ceci peut toujours, je ne sais pas comment je le dirais d'une autre manière, ceci peut toujours être un indicateur supplémentaire à ajouter pour pouvoir rester bullish sur le Bitcoin. En tout cas, le Bitcoin, avec son histoire tumultueuse, nous a appris une chose: toujours s'attendre à l'inattendu. Et vous pouvez l'observer également sur la plupart des crypto-monnaies qui ont déjà une histoire à raconter derrière elles. Et quand on revient donc, voici une actualité qui peut nous permettre de mieux comprendre ce que je suis en train de dire. L'ONU s'intéresse au Bitcoin. Comme vous pouvez voir là, l'ONU se penche sur le côté écologique du Bitcoin, comme les critiques qu'on a toujours adossées à Bitcoin depuis la nuit des temps, la fameuse critique sur la capacité de Bitcoin à polluer l'environnement. Et l'ONU, quand elle s'intéresse à Bitcoin, il faut savoir que il y a un rapport que l'ONU a publié qui souligne que la crypto-monnaie ou encore les crypto-monnaies doivent prendre en compte leur impact environnementaux cachés et négligés. Surtout pour les crypto-monnaies qui sont de type Proof of Work, c'est-à-dire qui fonctionnent sur la part qui permet de sécuriser le réseau et même de faire fonctionner le réseau sur la base de la preuve du travail. Donc, l'ONU interpelle donc quelque part l'UNU, je veux dire l'université, j'ai dit l'ONU, l'UNU, l'Université des Nations Unies. Et hier même, je parlais également du cas de l'ONU aussi, qui a eu une idée dans ce sens-là. L'ONU également s'est prononcée dans ce sens-là. Et pour le coup, pour eux, il y aurait une pollution environnementale due à ces crypto-monnaies qui ont un tel mécanisme parce qu'on fait tourner des CPU, on fait tourner des machines pour pouvoir valider des nœuds, valider des transactions, sécuriser le réseau et tout le reste. Cependant, le rapport ne décourage pas l'utilisation des monnaies numériques. Elle ne décourage surtout pas, mais elle encourage les investisseurs dans des interventions réglementaires et des avancées technologiques qui améliorent l'efficacité du système financier mondial sans nuire à l'environnement. Du genre, il faudrait qu'on soit beaucoup plus intéressé aussi par un moyen ou un mode beaucoup plus écolo dans la façon dont on met sur pied les protocoles des crypto-monnaies. Genre, bon, il y a Ethereum qui a évolué pour passer à un proof of stake, ce qui vient un peu réduire son empreinte carbone. C'est Bitcoin qui, avec son mécanisme de proof of stake, qui est encore potentiellement, et parce que quand je dis potentiellement, il faut revoir beaucoup de choses sur le cas du Bitcoin, vraiment beaucoup de choses. Bitcoin par rapport à beaucoup d'institutions, si on revient sur le cas des institutions financières, des banques et tout, Bitcoin pollue, j'ai envie de dire 99% moins que ces institutions-là. Donc, l'UNU donc ne nous dit pas d'arrêter les crypto-monnaies, non, mais elle nous invite beaucoup plus à nous pencher sur la dimension écolo, sur comment est-ce qu'on pourra envisager une dimension beaucoup plus écolo pour les crypto-monnaies. Quant au minage du Bitcoin, il est souvent pointé du doigt pour sa consommation énergétique et le rapport de l'UNU souligne donc que le prix du Bitcoin est intimement corrélé à sa consommation énergétique, vous voyez. Consommation énergétique, notamment lors des périodes des marchés haussiers, on peut constater que Bitcoin est beaucoup plus demandé sur le marché et forcé donc quand on revient sur le principe de l'offre et de la demande, si la demande dépasse l'offre, forcément les validations et encore qu'on peut demander des fractions,
durant les périodes de hausse, il faut savoir que Bitcoin est beaucoup demandé. Et s'il est beaucoup demandé, on peut soit faire face à un taux de congestion manifesté ou alors à une manifestation de la congestion sur le réseau Bitcoin, donc saturation des transactions et interpellation du réseau à valider les transactions. Et c'est là que les machines se font tourner à plein temps. Et c'est ça que l'UNU essaie de souligner. Toutefois, de nombreux acteurs de cette industrie s'attelle quand même à réduire la part des énergies fossiles destinées à alimenter le minage du Bitcoin à l'aide des sources renouvelables. Je pense que vous allez voir du côté du Salvador avec l'entreprise de l'USDT qui s'est lancée dans le minage vert, le minage à partir des énergies vertes pour le Bitcoin, les éoliennes, l'hydro également, si je ne me trompe pas. Peut-être aussi les panneaux solaires, ça je ne sais vraiment pas, mais je pense que beaucoup d'entreprises essaient de se lancer dans le minage du Bitcoin à partir des énergies vertes. Et pour l'actualité suivante, qu'est-ce qu'on a? On a le fait que, patientez voir, pour l'actualité suivante, on a le fait que Gary Gensler se fait prononcer ou interpeller quelque part du côté des États-Unis. En ce sens que Gary Gensler Gary Gensler et le livre blanc de Bitcoin font quelque part objet de débat sur les réseaux sociaux. Et dans un post sur la plateforme des médias sociaux X ou du média social X, l'ancien média appelé Twitter, le président de la SEC a souhaité un joyeux anniversaire au livre blanc de Bitcoin, figurez-vous, un joyeux anniversaire de la part de Gary Gensler au livre blanc de Bitcoin et a fait une remarque humoristique sur le costume, sur le costume d'Halloween du créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. En fait, Gensler a également averti que les entreprises de crypto-monnaies il a également averti les entreprises de crypto-monnaie ou de cryptographie de traiter les investisseurs conformément aux lois sur les valeurs mobilières, ce qui est particulièrement dérangeant parce que les valeurs mobilières sont différentes de ce que les crypto-monnaies sont. Les valeurs mobilières ne sont pas les crypto-monnaies ne sont pas les valeurs mobilières. Toutefois, les crypto-monnaies peuvent devenir des valeurs mobilières. Or, sur le coup, quand on regarde le jugement qu'attribue Gensler aux crypto-monnaies, Gensler tente chaque fois de faire une attribution du caractère des valeurs mobilières aux crypto-monnaies, ce qui n'est carrément pas le cas, du tout pas le cas. Et c'est ce qui fait problème et débat au niveau des interpellations de la SEC par rapport, par exemple, à XRP, à Binance, à bien d'autres crypto-monnaies qu'ils ont parfois voulu même qu'on déliste sur les marchés des crypto-monnaies ou sur les crypto-bourses. Et beaucoup se sont concentrés donc sur le moment où la SEC approuvera un fonds négocié en bourse Bitcoin, notamment l'ETF Bitcoin. Avec un geste comme si vous savez que sur la toile, beaucoup vont s'enflammer, beaucoup vont l'utiliser comme étant un catalyseur ou un signe que la SEC finira forcément par nous donner du crédit ou nous donner l'accord de l'ETF Bitcoin demandé par les grosses institutions qu'on connaît déjà. Et sur la base donc, du dossier public du 12 je préfère m'arrêter là pour cette actualité-ci. Et pour l'actualité suivante, si je dois faire un point, c'est que certains analystes, y compris ceux de JP Morgan, s'attendent à ce que la SEC approuve plusieurs ETF Bitcoin Spot à la fois, vu que les choses semblent évoluer de ce côté-là. Et récemment, le prix du Bitcoin a bondi sur la spéculation que BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, est sur le point de lancer son ETF Bitcoin. Depuis qu'on a reçu cette actualité-là, il faut savoir que Bitcoin a commencé à prendre carrément du poids et c'est pourquoi on le retrouve au niveau où nous le retrouvons aujourd'hui. Et la publication de James Ledon ne vient que nous faire espérer davantage pour le Bitcoin. Du côté de Sam Bankman-Fried, ses avocats semblent vouloir rejeter quelques accusations à son égard. Pourquoi et comment, on va découvrir. En fait, comme vous pouvez le voir avec sa tête de
sa tête d'innocent. Qu'est-ce qu'on a? On a le fait que ces avocats affirment qu'aucune relation de confiance n'est née entre FTX et les utilisateurs en vertu du droit anglais qui régit les conditions d'utilisation de FTX. Et la défense vise à contester l'affirmation. La défense vise à contester l'affirmation du gouvernement selon laquelle Bankman-Fried s'est engagé dans un stratagème visant à frauder les clients en détournant les dépôts de ces clients-là. Déjà qu'il y a une autre actualité où je faisais comprendre qu'apparemment Bankman-Fried utilisait les fonds de ses clients pour pouvoir investir sur d'autres projets. Pour finir, il a été rattrapé par rapport à ce type d'acte-là. Et si on veut même bien voir, d'après l'actualité que nous avons ici, c'est que les avocats de Bankman-Fried soutiennent que la relation juridique créée lorsque les actifs sont placés par quelqu'un sans le contrôle d'une partie au profit d'une autre ou encore à des fins beaucoup plus spéciales est une confiance formelle appelée une confiance express en Angleterre. Et la défense soutient que cela est basé uniquement sur l'interprétation objective des termes contractuels et que les intentions subjectives ne sont pas pertinentes pour déterminer si une fiducie existe en vertu du droit anglais, du genre à vouloir donc essayer de blanchir ou de laver le nom de Bankman-Fried auprès des autorités anglaises par rapport à la gestion des fonds sur FTX. Et pour l'actualité suivante, elle est celle qui va du côté du Brésil et du stablecoin USDT. En fait, qu'est-ce qu'on a? On a le fait que, on a le fait que d'après les données recueillies par l'administration fiscale brésilienne, l'USDT est devenue la crypto-monnaie préférée au Brésil devant le Bitcoin. Et cette demande s'explique par la recherche de la stabilité par les Brésiliens au milieu de la crise sectorielle des crypto-monnaies. Les autorités fiscales brésiliennes ont mis en place des solutions technologiques pour traquer et recenser l'ensemble des mouvements financiers du secteur tels que les techniques modernes de traitement des données, l'intelligence artificielle et l'analyse complexe du réseau, n'est-ce pas? Et l'administration fiscale est même capable d'éditer une carte technique, comme vous pouvez le voir ici. Elle est même capable d'éditer une carte thermique, de l'utilisation de la crypto-monnaie sur son territoire, ce qui lui permet de répertorier avec plus ou moins exactitude le nombre de personnes ou les zones les plus denses en utilisation de la crypto-monnaie Bitcoin ou USDT. Et du coup, vous voyez que si l'USDT est particulièrement utilisé là-bas, c'est beaucoup plus en réaction à une certaine volatilité de leur monnaie locale, certainement. Ça, c'est l'analyse que moi, personnellement, je fais. Du côté de Twitter, je dois vous avouer, il y a du feu de ce côté-là. Pourquoi? Je pense que Elon Musk, par rapport à l'investissement qu'il avait fait, qui allait au-delà des 40 milliards de dollars, n'est-ce pas? Au-delà des 40 milliards de dollars que Elon Musk a eu à faire sur Twitter, aujourd'hui, il se retrouve à moins, non seulement les 40 milliards, le fonds qu'il a investi sur Twitter a été divisé par deux, mais bien plus que par deux également. Donc, la plateforme des médias sociaux d'Elon Musk, anciennement connu sur Twitter, vaut moins de la moitié du prix auquel le milliardaire de la technologie l'a acheté en octobre de l'année dernière. Et selon un rapport de Bloomberg daté au 30 octobre, une note interne une note interne des sources familières avec un dossier, une note interne des sources familières
avec le dossier indique que les unités d'action restreintes récemment payées aux employés de l'entreprise ont été évaluées à $45 par action, ce qui place la valeur de l'entreprise à environ 19 milliards de dollars, soit moins de la moitié des 44 milliards de dollars que Musk a payé pour l'entreprise le 27 octobre 2022. Et Musk a pris donc une série de mesures controversées depuis qu'il a repris la plateforme entre ses mains, notamment en la rebaptisant X déjà et en initiant, n'est-ce pas, la plateforme comme étant une plateforme qui désormais servira de moyen de paiement ou encore en tout cas, il a dit, non seulement ce sera un réseau social, mais ce sera également une plateforme qui jouera un rôle bien plus large que ça. Du côté de BitGate, si je ne me trompe pas, c'est BitGate, oui. Si je ne me trompe pas, il y a une bourde du côté de BitGate en ce qui concerne Floki Inu. Est-ce que c'est Floki Inu? Si ce n'est pas Floki Inu, c'est TokenFi, le nouveau jeton qui a été listé sur la plateforme de BitGate. Apparemment, il y a des contraintes qui sont souvent appliquées quand on veut lister un jeton sur une plateforme. Et d'après ce que j'ai compris du rapport que j'ai lu sur TokenFi et BitGate, c'est que BitGate a annoncé la cotation de TokenFi récemment dans la zone innovation de son marché spot le 27 octobre 2023. Cependant, qu'est-ce qu'on constate? Cependant, des fluctuations des prix importantes ont été observées peu de temps après le début du service de trading pour TokenFi, suscitant des soupçons de manipulation du marché sur la plateforme. Et il a également été découvert que l'équipe du projet TokenFi avait contribué moins de $2000 de jetons au pool de liquidités sur les bourses d'échange décentralisées. Ce qui est particulièrement inquiétant parce que c'est beaucoup plus sur ces bourses-là qu'on veut voir la liquidité déposée. Or, sur les bourses-là, ce n'était pas le cas. Ce qui suggère ce que je veux dire, c'est que quand on remarque une telle chose, c'est quoi? C'est que cela suggère une manipulation potentielle de la liquidité initiale. Du coup, on peut voir le jeton pumper de gauche à droite sans toutefois comprendre le comment et le pourquoi de cette manipulation-là. Du coup, vous pouvez avoir très souvent des jetons dans votre portefeuille. Subitement, vous le voyez passer à une valeur tellement élevée et ensuite, vous le voyez subitement redescendre à une valeur à moins de 80%, même parfois, voire 50-60%. Et du coup, BitGate a donc décidé de supprimer TokenFi et a lancé un plan de rachat pour les utilisateurs qui détenaient le jeton sur la plateforme afin de protéger leurs utilisateurs. Floki Inu, lui, il a répondu vivement aux actions de l'échange, alléguant que BitGate avait dévoilé ou encore avait violé leurs accords de ne pas inscrire TokenFi jusqu'à 7 jours après son lancement. Du coup, BitGate, lui, il s'est précipité donc à lancer TokenFi, certainement pour profiter aussi de la hype. Parce que rassurez-vous, les échangeurs centralisés profitent beaucoup dans le trading des actifs. Et quand il y a le trading et un volume beaucoup plus intéressant, ils profitent pour en tirer parti. Et pour la suite de l'actualité, c'est celle qui va dans le sens du livre blanc de Nakamoto. Et qu'est-ce qu'on peut avoir de ce côté-là? Vous savez, Bitcoin, lui, il a été lancé depuis 2008-2009, n'est-ce pas? Et ça va faire 15 ans aujourd'hui que son livre blanc existe dans l'univers des crypto-monnaies et particulièrement dans l'histoire du Bitcoin. Satoshi Nakamoto a proposé donc une forme de monnaie électronique qui fonctionne entièrement en paire ou encore en P2P, en paire à paire. Et ce qui permettait d'éliminer on les appelle comment déjà, pourquoi le mot veut m'échapper, d'éliminer
Le mot m'échappe. En tout cas, ça permettait d'éliminer ainsi le besoin d'un intermédiaire. Voilà, d'éliminer un intermédiaire. Ça permettait d'éliminer les intermédiaires tels que les banques, les institutions financières et pourquoi pas dire les institutions gouvernementales comme étant ceux-là qui, en se positionnant comme tiers, avaient un contrôle beaucoup plus pervers, je préfère utiliser le mot pervers, sur les échanges. Et le cœur de l'innovation de Bitcoin réside dans sa capacité à résoudre le problème des doubles dépenses, un problème critique dans les monnaies numériques où les mêmes fonds pourraient être dépensés plus d'une fois, comme on peut le constater avec les banques du trésor américain ou bien les dettes des États, les dettes qu'on retrouve au niveau des États. Les gars qui prêtent sur des générations et des générations, garantissant ou moyennant des portions de terre et tout. Sans oublier que actuellement, il y a une génération qui se devra de vivre pour les années prochaines. Et en vivant pour les années prochaines, ils vivront avec des dettes qu'ils se devront de travailler pour rembourser. Eux, ils ne peuvent que manger maintenant pour punir les générations à venir. Donc, Bitcoin vient un peu comme une solution à cela. Et la solution de Nakamoto a été le premier réseau décentralisé où les transactions sont vérifiées par les participants via un processus appelé par exemple le minage, utilisant le mécanisme de preuve du travail ou le proof of work, vous voyez. Et c'est ce proof of work qui garantit sécurité, transaction et décentralisation ou alors répartition des pouvoirs auprès de tout le monde. C'est à peu près ça le proof of work de Bitcoin. Et cela garantit non seulement l'intégrité des transactions parce que l'intégrité des transactions pourront être contrôlées sur la blockchain et bien au-delà aussi sur la blockchain, l'intégrité des transactions, mais également de créer un système où la confiance est construite collectivement plutôt que de compter sur une seule entité comme la banque, les banques centrales et tout ça. Et si jamais elles se moquaient de vous, je veux parler des banques, vous comprenez que vous passerez à zéro à ce moment-là. Pour l'actualité, donc, on va dire joyeux anniversaire à Bitcoin, c'était hier, mais on peut encore le faire aujourd'hui. On peut dire aujourd'hui que, comme vous pouvez le voir ici, voilà le white paper de Bitcoin où tous les codes de Bitcoin étaient inscrits, tout l'objectif de Bitcoin était inscrit. Et aujourd'hui, on peut, avec tous les calculs, comme vous pouvez le voir là, Satoshi Nakamoto, Bitcoin et Peer-to-Peer Electronic Cash System 2008, le Wei-Dai B-Money 1998. Ah, ça c'est toute une histoire quoi. L'évolution vers le Bitcoin. Bitcoin enfin, en 2008, il est créé et voilà, on obtient quelque chose comme ce que nous avons aujourd'hui sur lequel en même temps on peut faire des spéculations, en même temps on peut faire l'effort vraiment voilà, vous voyez, on est quitté d'ici. Je ne vais pas cliquer pour qu'on puisse revenir sur les plus bas de Bitcoin. Mais les plus bas de Bitcoin, c'était 0,001 centime de dollar. Aujourd'hui, il vaut plus de 35 000 dollars. Ça, c'est une performance de fou. Mais toutefois, n'oublions pas les fondamentaux de Bitcoin. C'est important. L'autorité monétaire de Singapour nous apporte quelque chose. C'est quoi? C'est que la tokenisation des biens immobiliers devient un débat de plus en plus courant dans la cryptosphère. Et l'autorité monétaire de Singapour a annoncé dans un communiqué de presse du 30 octobre 2023 que 15 institutions financières avaient rejoint son projet Guardian de développement de la tokenisation. Et je vous invite fortement à vous orienter vers ces projets-là qui tentent très souvent de partir d'un bien réel, de partitionner ce bien réel-là. Partitionner dans les crypto-monnaies veut dire tokeniser. Tokeniser, ça veut dire on a le bien réel, on vous donne des portions de ce bien réel suivant un principe de tokenisation du bien avec répartition de la valeur autour de la portion que tu obtiendras. Et du coup, vous voyez, et parmi les nouveaux partenaires figurants, de l'autorité monétaire de Singapour par rapport à Guardian, qu'est-ce qu'on a? On a le fait
il y a ceux qui figurent sur ces partenaires-là. On a l'Agence des services financiers du Japon, l'Autorité de surveillance des marchés financiers de Suisse et le Financial Conduct Authority du Royaume-Uni. Et ces institutions se joignent au projet pilote singapourien sur les actifs numériques. Ce qui pour nous est un enjeu où on devrait forcément chercher où est-ce que, parce que je vous ai dit la dernière fois, je pense que c'était hier, il faudrait apprendre à flairer où les capitaux se dirigent. Et quand vous flairez où les capitaux se dirigent, vous suivez également les whales. Quand vous suivez les whales, vous suivez les bons projets. Et c'est comme ça que vous pouvez également être profitable. Ce qui d'ailleurs n'est pas un conseil en investissement, mais un partage de données. Et pour l'actualité suivante, qu'est-ce qu'on peut avoir? Je pense que l'actualité suivante doit être celle-ci. Ou attendez, je pense c'est... dites-moi, vous pensez que l'actualité suivante c'est laquelle? Voyons voir. Je pense que c'est celle-ci. Oui. Celle qui porte toujours sur l'Amérique. Et qu'est-ce qu'on a? On a le fait que le government, le government, voilà. On a le fait que le Government Accountability Office a déclaré mardi que la Security and Exchange Commission des États-Unis et la Staff Accounting Bulletin numéro 121 doit être examiné par le Congrès avant de prendre effet sur le terrain. Et cette directive ouvre la voie à une confrontation à enjeux élevés entre les régulateurs, les législateurs et le secteur en plein essor de la crypto-monnaie. Et à ce propos, moi, je pense que c'est certainement un challenge pour pouvoir éviter à la Security and Exchange Commission d'avoir un tel plein droit de décision sur l'espace des cryptos, parce que avec ces différentes positions, on a le sentiment qu'il pervertit un peu la cryptosphère. Et les législations les législateurs ont une fenêtre de 60 jours pour examiner et potentiellement désapprouver la SAB 121. Cette période pourrait être un point d'ébullition pour les débats réglementaires sur la crypto-monnaie avec les lobbyistes de tous les côtés rivalisant pour les oreilles des législateurs. Ce qui pour nous pourrait toujours être un pain à se mettre dans la bouche. Pour l'actualité suivante, je pense que c'est le fait que Bitcoin, où suis-je? Je pense qu'on doit être à ce niveau, oui. Oui, je pense que Bitcoin fait à nouveau parler de lui en termes de boom ou encore en termes de crash. Parce que ces derniers jours, la tension semble être particulièrement vive du côté des crypto-investisseurs, parce que Bitcoin fait, comme je vous l'ai dit, il fait de nouveau parler de lui, non seulement au niveau des institutionnels, mais également au niveau de la cryptosphère. Et cette fois-ci, c'est sur Internet que la frénésie s'exprime le plus. Vous allez remarquer que du côté de Wikipédia, surtout, c'est pas cette actualité-ci, du côté de Wikipédia, Wikipédia a enregistré un nouveau record de recherche autour de Bitcoin. Ce qui est, quand on est investisseur dans les crypto-monnaies ou sur autre chose, il faut apprendre à regarder les actus qui partent dans le sens de la fréquence de recherche autour du produit sur lequel vous avez investi. Et comme je vous l'ai dit, la page Wikipédia consacrée aux recherches de tout type a enregistré ces derniers jours un niveau élevé de recherche sur ce qu'est le Bitcoin et sur ce qu'est l'ETF Bitcoin. Et ça, c'est particulièrement bullish pour la cryptosphère. Et enfin, pour la dernière actualité, elle est celle qui doit porter sur Terra Luna, avec le fait que Terra Luna et son fondateur Docoin, qu'est-ce qu'on a? On a le fait que dans la dernière manœuvre juridique, Terraform Labs et son PDG Do Yeon
Doye Hong Kong ou encore Docon ont soumis une motion for summary judgment complète demandant un rejet immédiat des accusations de fraude portées contre eux par la Security and Exchange Commission des États-Unis. Donc, Docon aimerait que les instances juridiques stoppent toutes les démarches qu'elles ont entreprises contre lui, ce qui serait particulièrement une aberration au vu de l'acte qu'il a posé dans la cryptosphère. Ce sera tout pour l'actualité crypto du jour. Alors, likez, commentez et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de soutenir et à ciao pour la prochaine vidéo.